handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivrons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Olivier Chabot, pilote de l'équipe relais handicap rare Midi-Pyrénées. Je vous propose dans un premier temps, Monsieur Chabot, de vous présenter. Bonjour, donc Olivier Chabot, effectivement pilote de l'équipe relais Midi-Pyrénées depuis sa création en 2015. Juste pour revenir peut-être un petit peu sur mon parcours, j'étais préalablement conseiller technique au CREAI Midi-Pyrénées, donc d'un centre source dédié au médico-social et parallèlement, et ce qui témoigne aussi de mon parcours antérieur, j'étais sociologue indépendant dans le champ des politiques publiques. D'accord. Voilà, j'ai eu depuis 2015, donc à la création de cette équipe, la mission de constituer et d'animer cette équipe relais que je vais présenter, et puis aussi repérer les situations et les ressources sur l'ensemble du territoire régional afin d'animer un réseau autour des handicaps rares. Eh bien, parfait. Et donc, vous êtes le pilote de l'équipe relais handicap rare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce dispositif qui reste globalement assez méconnu des employeurs de la fonction publique, notamment? Bien sûr. Donc, pour schématiser et être assez simple, l'équipe relais handicap rare a deux missions complémentaires. Une première mission qui consiste à venir en appui auprès de situations individuelles de handicap rare pour de l'évaluation, pour aider à l'élaboration d'un projet d'accompagnement, d'un projet de vie, d'un parcours. Donc là, on va intervenir auprès des personnes elles-mêmes, bien sûr, mais aussi et les compétences liées au handicap rare, avec pour nous une approche singulière, c'est-à-dire que face à des situations complexes que représentent les handicaps rares, chacun doit pouvoir contribuer et apporter son éclairage, son expérience, que l'on soit professionnel du sanitaire, du médico-social, parfois de l'aide à domicile, mais aussi et surtout les aidants familiaux et aussi les personnes elles-mêmes. Voilà. Okay. Et enfin, par rapport à ce dispositif, je souhaite souligner qu'il est porté par l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, Institut des jeunes aveugles qui dispose d'une forte expérience depuis pas mal d'années sur les questions de handicap rare. La plupart des équipes relais sont portées par des centres dédiés aux déficiences sensorielles. D'accord. Et qui sont les pilotes institutionnels de ce dispositif? Est-ce que c'est cofinancé par le FIPHFP, par la GFI, par l'ARS? C'est un financement public de la CNSA, donc qui verse aux différentes ARS sur chaque région des budgets pour soutenir ces équipes relais. Donc il y a aujourd'hui des équipes relais qui couvrent l'ensemble du territoire national, donc avec un financement CNSA dans le cadre du schéma national handicap rare. D'accord. Et nos pilotes, ce sont les ARS. Ok, très bien, c'est très clair. Et qui sont les différents publics éligibles au dispositif? Alors, les publics sont toute personne, quel que soit leur âge et leur situation, qui présente un handicap rare. On n'a pas besoin de notification MDPH ou de caractéristiques ou de situations administratives particulières. En revanche, c'est vraiment la situation de handicap rare qui va être la porte d'entrée. Alors, peut-être en deux mots préciser que c'est un handicap rare. Donc, c'est une combinaison de plusieurs déficiences graves. Bien souvent des déficiences sensorielles qui viennent se surajouter à d'autres déficiences intellectuelles, motrices, viscérales, etc. Ça peut être aussi des maladies rares qui ont des répercussions handicapantes lourdes et complexes et qui interfèrent les unes avec les autres. Donc voilà, handicap rare, ça veut dire rareté des situations. Il y en a peu aujourd'hui sur le dispositif. Il y a 70 situations en file active sur 8 départements. Ça vous donne un petit peu une idée. Une rareté des combinaisons de déficiences, c'est-à-dire qu'on est
très souvent sur des situations nouvelles à chaque fois, qui nous amènent à apprendre à chaque fois. Et puis, ce qui fait aussi la rareté, c'est la rareté des expertises susceptibles d'accompagner au mieux ces situations. Parce que justement, dans les compétences habituelles, eh bien, là, il y a une telle intrication entre plusieurs handicaps qu'il faut vraiment développer des approches pluridisciplinaires et compléter à chaque fois le système d'acteurs autour de la situation. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, autour notamment de l'hyper-personnalisation finalement de l'accompagnement qui va être proposé à la personne, puisque par définition, chaque situation va être très singulière, très particulière, et les solutions apportées vont être uniques. Absolument. Et personnalisation, je dirais, vis-à-vis de la personne et de sa situation de handicap, mais aussi du territoire et du système d'acteurs autour de cette personne. C'est-à-dire qu'une même situation en plein centre de Toulouse ou dans une contrée urbaine rurale éloignée ne donnera pas lieu non plus à la même réponse, dans la mesure où les ressources de proximité ne seront pas les mêmes. Oui, tout à fait. Et quel est un petit peu le profil? Alors, il n'y a pas de profil type justement, mais en tout cas, quelles sont un petit peu les caractéristiques des personnes que vous accompagnez? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en recherche d'emploi dans l'ensemble, plutôt des personnes qui sont déjà dans l'emploi et qui ont plutôt des problématiques de maintien en emploi, plutôt secteur privé, plutôt fonction publique? Enfin, voilà, quels sont un petit peu leurs profils? Alors, la grosse majorité des situations que nous accompagnons sont des situations en établissement médico-social. D'accord. Parce que la lourdeur du handicap justifie un accompagnement quasi 24/24. Donc, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Il y a également un certain nombre de situations à domicile et parmi elles, voilà, il arrive bien évidemment que nous accompagnions aussi des personnes soit en recherche d'emploi, soit en emploi, mais c'est assez marginal compte tenu des situations. Malgré tout, ça existe, notamment pour, par exemple, des personnes avec une double déficience sensorielle, c'est-à-dire déficience visuelle et déficience auditive, pour lesquelles voilà, la communication avec l'environnement doit être adaptée pour leur permettre justement d'exercer leur emploi. Oui. Ou leur formation. Ou leur formation. Ou leur formation, oui, tout à fait. Et dans le cas où les personnes accompagnées étaient en situation d'emploi et donc nécessitaient un accompagnement en vue de compenser leurs problématiques de santé, est-ce que c'est plutôt secteur privé? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'accompagner des agents de la fonction publique? Oui, tout à fait. C'est aussi bien dans du secteur associatif, donc privé, que dans du secteur public. Je pense notamment, pour donner un exemple peut-être concret, l'accompagnement d'une personne donc sourde aveugle dans un CCAS, directrice d'un CCAS, pour lesquelles, voilà, donc ça veut dire que les personnes peuvent aussi occuper des fonctions voilà, importantes. Malgré tout, voilà, le contexte n'était pas préparé à son accueil, c'est-à-dire comment on communique avec elle, qu'est-ce qu'elle voit. Elle a une réduction forte du champ visuel, donc éviter voilà, de venir dans son dos, qu'elle est très sensible à la lumière et donc adapter aussi les salles de réunion à une luminosité particulière. Compte tenu de la déficience auditive, même si la personne est appareillée, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Donc voilà, notre modalité d'intervention en l'occurrence a été là de venir pour sensibiliser l'ensemble de son équipe à sa déficience, sa double déficience sensorielle très particulière. Voilà. Ça arrive, ça peut arriver, voilà, milieu, fonction publique, privée, service d'aide par le travail, etc. Ok, merci pour ces précisions. L'essentiel de nos auditeurs sont des employeurs publics. Donc, effectivement, c'est important pour eux d'avoir en tête que lorsqu'ils accompagnent des situations de ce type-là, ils peuvent vous mobiliser et vous pouvez constituer une ressource pour eux. Alors, peut-être justement, est-ce qu'on peut essayer de voir avec vous les différentes étapes en fait, de l'accompagnement qui est proposé, c'est-à-dire en gros, comment les employeurs, puisque voilà, on parle du champ de l'emploi notamment, en tout cas, on va prendre ces exemples-là, comment un employeur peut être amené à vous solliciter s'il a un agent
qui rencontrent ce type de difficultés ou pour lesquelles l'employeur ne sait pas quelle modalité d'accompagnement proposer? Et puis, comment va se dérouler l'accompagnement? Quelles sont les principales étapes? Combien de temps ça peut durer? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces modalités d'accompagnement à proprement parler? Bien sûr. Donc déjà, les sollicitations auprès de l'équipe relais peuvent venir de tous horizons. Ça peut être les personnes elles-mêmes, leurs familles, voilà, les employeurs ou des administrations, des médecins. Voilà, donc c'est déjà de nous contacter, soit par téléphone, soit par mail, évidemment. La première étape pour nous, ça va être de recueillir un certain nombre d'informations et de bien comprendre les attentes et les besoins. Donc avec la personne et son entourage. Bien entendu, une des seules précautions que l'on va demander à ce moment-là, c'est l'autorisation de la personne concernée ou de ses représentants légaux, parce qu'il arrive que les personnes soient sous curatelle ou tutelle, par exemple. Donc, à partir du moment où on est dans le champ du handicap rare, au vu des premières informations, et que l'on a l'autorisation de la personne concernée, voilà, on peut recevoir un certain nombre de bilans ou d'éléments de dossier qui vont nous aider à comprendre, notamment, par exemple, des bilans ophtalmo, ORL, etc. Okay. Et puis ensuite, il peut y avoir directement une visite sur site ou à domicile, donc, ou en entreprise, de manière à recueillir les premiers éléments. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'en faire une première lecture et une première analyse au sein de notre propre équipe pluridisciplinaire. J'en profite pour préciser qu'elle est composée d'une psychomotricienne référente en surdicécité, d'une ergothérapeute, d'un médecin psychiatre, d'une assistante de service social, d'une éducatrice spécialisée, d'une coordinatrice médico-sociale et de moi-même. Ok, donc des compétences très, très diversifiées. Voilà, très pluridisciplinaire. Et au vu de cette première lecture et de cette première analyse, eh bien, on va déclencher un mode d'intervention adapté à la fois à la personne et aux besoins qui nous a été exprimé. Et ce plan d'action-là va être très variable, mais il peut régulièrement passer par le déplacement sous forme d'équipe mobile, donc de 2-3 membres de l'équipe en fonction de la situation, dans le contexte de vie ou dans le contexte de travail, de manière à construire avec les collègues, avec l'encadrement là, de ce contexte professionnel, eh bien, un certain nombre d'orientations, d'aménagement de l'environnement ou des formes de communication avec la personne, par exemple. Okay. Alors, combien de temps ça peut prendre? C'est très variable, c'est très aléatoire, sachant que nous, on se positionne uniquement sur l'évaluation et l'élaboration d'un projet d'accompagnement. Mais qu'après, on ne peut pas accompagner durablement dans la durée s'il y a des besoins particuliers, par exemple en termes de locomotion, par exemple en termes d'ergothérapie, etc. Auquel cas, on fera appel à des membres de notre réseau ou de relais sur le territoire. D'accord. Donc, effectivement, une fois que le plan d'action est déterminé, il y a un accompagnement en tout cas à sa mise en œuvre, c'est-à-dire l'identification des solutions qui peuvent être mises en place. Et si l'accompagnement s'inscrit dans une temporalité relativement importante, là, il y a des relais qui vont se faire vers d'autres acteurs du territoire. Voilà, tout à fait. Ça peut être très ponctuel, si c'est simplement une sensibilisation, par exemple, ce qui ne nous empêchera pas de revenir aux nouvelles quelques semaines ou mois après pour savoir un petit peu comment ça se passe. Ça peut être aussi un accompagnement plus durable et espacé sur 6 mois, sur 1 an, plus, ça arrive. Mais voilà, ça ne peut pas être non plus un accompagnement important en termes de temps de travail pour nous, quoi, je précise aussi à ce sujet que l'équipe relais, c'est 3,5 équivalents temps plein. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. Je voulais également vous demander s'il existe des particularités, des spécificités qui sont liées à la fonction publique lorsque vous êtes amené à accompagner des agents dans ce cadre-là. Moi, je dirais pas du tout. Pas du tout. On ne fera pas de différence pour nous, en tout cas, dans l'accompagnement. Il va nous falloir comprendre effectivement l'environnement dans lequel vit la personne, professionnellement ou personnellement, que ce soit dans le cadre de la fonction publique ou dans un cadre privé. Pour nous, ça ne fera pas de différence. Ok, mais c'est très important effectivement de l'avoir en tête, notamment pour que les employeurs qui nous écoutent ne se disent pas qu'il y a des particularités ou des freins qui sont à lever spécifiquement pour leurs propres agents. Vous intervenez de la même manière que
que par ailleurs. OK. Autre question, les dernières années ont été un petit peu particulières du fait de la Covid-19. Est-ce que vous avez ressenti un impact de cette crise sanitaire sur l'accompagnement mis en place et sur les parcours des personnes que vous avez été amenés à accompagner? Je dirais qu'il y a eu peut-être deux impacts. Le premier, c'est, je dirais, les blocages qui ont pu se produire dans l'accompagnement de parcours, parce que difficulté à organiser un stage, à organiser une période d'accueil, que ce soit dans un établissement médico-social ou en situation de travail, hein, puisqu'il y avait quand même des contraintes particulières. Donc là, il y a eu un certain nombre de situations accompagnées qui se sont retrouvées un petit peu enquistées et en attente. Donc, il y a eu ce premier écueil. La deuxième conséquence, ça a été aussi de faire évoluer un petit peu notre méthode de travail avec une transformation de nos pratiques. J'ai parlé tout à l'heure de visite à domicile ou en établissement. Ouais. Bien évidemment, ça a été altéré et remplacé lorsque c'était faisable et envisageable par du travail en distanciel, donc visioconférence et un petit peu plus de relations téléphoniques. Pour autant, voilà, ça n'a pas forcément perturbé notre travail et bien au contraire, ça nous a amené à réfléchir à de nouveaux modes d'intervention où aujourd'hui, on continue à travailler sur du travail en présentiel, mais en combinant aussi avec des visioconférences que l'on utilisait peu jusque-là, mais qui du coup prennent désormais pleinement leur place dans nos pratiques. OK. Et justement, l'utilisation de ces outils numériques, alors ça a permis effectivement de tester de nouveaux usages. Est-ce que ça nécessite aussi des points d'attention particuliers en fonction des problématiques de santé des personnes que vous accompagnez, justement sur l'utilisation des visios, par exemple, c'est-à-dire l'utilisation de méthodes ou d'outils de compensation particuliers pour pouvoir les mettre en place? Bien sûr, ça a nécessité effectivement des aménagements pour des personnes qui ont des troubles sensoriels, hein, visuels d'abord, et puis également pour des personnes en situation de surdité et qui signent par exemple. Donc il faut voilà, que l'interprétariat LSF soit intégré dans la visioconférence, qui n'est pas toujours simple et pratique. Mais bon, voilà, on a appris aussi de ces situations. Ça a pu être un petit peu du bricolage au départ et aujourd'hui, on est plutôt mieux armé finalement pour répondre à ces situations de manière distancielle. Et puis à nouveau, ça permet de retrouver le caractère très individualisé finalement des modalités d'accompagnement que vous proposez, que ce soit dans le cadre des temps d'échange ou dans l'accompagnement à proprement parler. Peut-être une dernière question pour conclure. Quel conseil vous donneriez à un employeur public qui ne saurait pas trop comment accompagner le projet et le parcours justement d'une personne en situation de handicap rare? Alors, le premier conseil ou la première remarque, c'est d'abord de le rassurer parce que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'accompagner voilà, ces personnes dans leur parcours, compte tenu de leur situation, c'est particulièrement complexe et donc il est assez logique et compréhensible que les personnes qui y sont confrontées pour la première fois ne sachent pas comment et par quel bout le prendre. Et je dirais, nous ne savons pas non plus, hein, forcément, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus une équipe experte qui va avoir des solutions dans le chapeau ou sous le chapeau, mais c'est plutôt en rassemblant nos expériences, à la fois de l'employeur qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment fonctionne le contexte de travail, comment les relations se font avec la personne, et puis nos expériences à nous et nos compétences. Et c'est vraiment en se rassemblant et en réfléchissant ensemble qu'on va pouvoir construire des solutions. Je dis toujours, on ne va pas donner des conseils, mais on va plutôt tenir conseil. Ça, c'est important de rappeler que voilà, ce sont des solutions que l'on construit ensemble. Et nous, l'enjeu pour nous, à notre niveau, c'est d'être assez justement souple, inventif et réactif aussi face à une demande d'un employeur, de pouvoir y répondre rapidement. Et que les employeurs n'hésitent pas à vous solliciter dès lors où effectivement ils sont amenés à accompagner un agent qui rentre dans le cadre que nous évoquions ensemble tout à l'heure pour voir effectivement avec vous quelle modalité d'accompagnement pourrait être envisagée. On mettra d'ailleurs vos coordonnées, si vous le voulez bien, en dessous du podcast, du lien vers le podcast. Et puis, on vous renverra aussi vers d'autres ressources pour les employeurs du territoire Est, notamment de l'Occitanie, pour qu'ils sachent à qui s'adresser.
Tout à fait. On reste à disposition et disponible pour recueillir ces demandes et voir avec les employeurs concernés comment on peut y répondre. Eh bien, ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Chabot, pour le temps accordé à la préparation et puis à ce temps d'échange dans le cadre de ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Chabot. Merci à vous. Bonne journée. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt.